Bienvenue à nos chers auditeurs dans cet épisode du livre audio Reconnaissance au Maroc, épisode où nous entamons le voyage de retour. L'argent dont disposait Charles de Foucauld s'est réduit jusqu'à frôler la faillite. Et pour éviter que notre espion bénévole ne demeure prisonnier d'un Maroc qui se transformait peu à peu en un piège pour lui, il lui fallait impérativement se réapprovisionner, et au plus vite. Or, elle ne pouvait le faire qu'en rejoignant un lieu où résidait une communauté européenne. Le point le plus proche offrant cette possibilité se trouvait de l'autre côté de la région qu'il explorait, sur la côte atlantique. Le voilà donc contraint à contre-cœur de modifier son itinéraire et de se diriger vers Souira, que l'on appelait alors Mogador. En chemin, il nous fera traverser une contrée d'un tout autre aspect, splendide, certes, mais si dangereuse que la petite caravane devra par endroits avancer de nuit pour éviter les mauvaises surprises. Et ce danger ne menaçait pas seulement les étrangers. Les fils du pays eux-mêmes n'y étaient pas à l'abri. Sans la rapidité et un peu de chance, le guide du jeune explorateur aurait péri sous les coups de quelques membres d'un clan adversaire de la même tribu, comme nous le verrons par Charles de Foucauld lui-même. 6. De Tessint à Mogador. Premièrement, de Tessint à Afikurahan. Lorsque je me retrouvai à Tessint, la somme d'argent que je portais avait par suite de vols successifs diminué à tel point que je ne pouvais achever mon voyage avec ce qui restait. Il fallait avant tout me procurer des fonds. Je n'en trouverais que dans une ville où il y eut des Européens. La plus proche était Mogador, Souira. Je résolus d'en chercher dans ce port. Je m'ouvris de mon projet à mon ami le Hajj et fis avec lui l'arrangement suivant. Il me conduirait à Mogador, m'y attendrait, il me ramènerait à Tessint. Nous prendrions des routes différentes en allant et en revenant. Passant la première fois par les Issafen et les Ilelen. Note de l'auteur. On dit indifféremment Ilelen et Ilala. Ilala est la forme arabe, Ilalen la forme tamazirt. Dans le sud du Maroc, un grand nombre de noms de tribus sont également usités sous ces deux formes. Ainsi on dit Sktena ou Iskten, Znaga ou Iznagn, Haha ou Ihahan, Unila ou Eunilen, Irzama ou Irzamen, etc. Fin de note. La seconde fois parle sous le Ras el-Oued et les Aïdjlel. Le Hajj Bourhim connaissait la région que nous devions traverser au retour, et y avait de nombreux amis. Pour l'aller, il emmènerait un de ses agents nommé Mohamed Ouadi, homme de la tribu des Ilelend, qui avait maintes fois parcouru le chemin que nous allions faire. Nous ne partirions qu'à nous trois. Le rabbin Mardoké, dont je n'avais pas besoin, resterait à Tessint dans la maison du Hajj, où il attendrait mon retour. 9 janvier. Je quittai Tessint le 9 janvier à 10h30 du soir et pris la direction de Tata, escorté par le Hajj et son compagnon. Nous voyageâmes toute la nuit. Nous avions attendu pour sortir que l'Orsal fût endormi. Personne n'avait été instruit de notre voyage. En s'en allant, le Hajj n'avait pas dit adieu à ses femmes et à ses enfants. Si le bruit de notre départ avait transpiré, il eût été à craindre que des étrangers, Braber ou Ladihya ou autres, toujours en foule à Agadir, n'y courussent embusqués sur le chemin pour nous attaquer et nous piller. De là notre départ furtif et notre marche nocturne. Le rabbin Mardoké avait ordre de n'ouvrir la maison à personne le lendemain, et après 2 jours, de déclarer que nous étions partis pour Taznart. Pareilles mesures se prennent toujours lorsqu'on doit traverser un long désert, un passage dangereux, que, comme nous, en étant petit nombre, et qu'on a des objets pouvant exciter la convoitise. Pareilles mesures se prennent toujours lorsqu'on doit traverser un long désert, un passage dangereux, que, comme nous, en étant petit nombre, et qu'on a des objets pouvant exciter la convoitise. Et s'il avait fallu redoubler de précautions,
Avec ma réputation de chrétien et d'homme chargé d'or, plus d'une bande se serait mise en campagne si mon départ avait été connu. Mes mules seules eussent suffi pour faire prendre les armes à bien des gens. En cette contrée pauvre, elles constituent un capital. 10 janvier. Ralenti dans notre marche par une pluie torrentielle qui tomba pendant la plus grande partie de la nuit et durant toute la matinée, nous arrivâmes à Tata à la fin de la journée du 10. À 7 heures du soir, nous nous arrêtâmes dans le petit ksar de Tarla, chez des amis du Hajj. La route de Tissint à Tata n'avait rien de nouveau pour moi. Je pus admirer combien la végétation s'était développée depuis mon dernier passage. Le long du moindre ruisseau, au-dessous de chaque gommier, s'étendait un épais tapis de verdure, tantôt d'un émeraude éclatant, tantôt argenté ou doré par une multitude de fleurs. Pour gagner Tarla, on remonte l'oued Tata à partir de Teiti, dans son lit. Celui-ci est large de 150 mètres et couvert de gros galets. Au milieu se creuse un canal de 30 mètres, où un peu d'eau serpente sur un fond de roche. La rivière resserrée à Teiti entre le Ksar et le Bani coule de Teiti à Tarla dans une plaine de sable, déserte sur la rive droite, couverte de palmiers sur la rive gauche. 11 janvier. Séjour à Tarla. Sorsar est situé à la bouche méridionale d'un khneg par lequel l'oued Tata franchit une chaîne de collines parallèles au Bani. Il est petit et riche. Tout y respire la prospérité. Les maisons sont belles, point de ruines. Les habitants, Shlaha et Haratn, vivent dans l'aisance grâce à leurs nombreux dattiers. Les Boufougous dominent. 12 janvier. Nous passons toute la journée à Tarla, sans sortir de chez notre hôte, à qui le Hajj a recommandé le secret sur notre présence. Nous avons d'ici à Tizghi, notre prochain gîte, à traverser un long désert, très dangereux, qu'on ne peut franchir que de nuit et au pas de course, comme nous essaierons de le faire en nombreuses caravanes. Ce désert, qui fait un avec celui d'Imaoun, coupé par l'oued Aqqa, s'étend sur les confins de plusieurs tribus, entre lesquelles il forme un terrain neutre, champ commun où s'exerce leur rapine. Des bandes pillards d'Aït Umribot, d'Iddaoublel, d'Aït Jlel, d'Issefn, le parcours sans cesse. Nous partons à 9 heures du soir et marchons sans arrêt jusqu'au matin. À l'aurore, nous nous trouvons à l'entrée d'une gorge profonde, dont le lit desséché d'une rivière a son confluent avec un ruisseau, l'oued Tanamrout. Nous faisons halte quelques heures à cet endroit. La contrée que j'ai parcourue de Tarla ici se divise en 2 portions distinctes, l'une de Tarla à Imitek, l'autre de Imitek au point où je suis. Celle-là se compose de larges vallées entre lesquelles s'élèvent des massifs mamelonnés de peu de hauteur. Ceci est formé d'une succession de plaines étagées, séparées par de hautes chaînes parallèles que les rivières traversent par des gorges étroites. Les vallées de la première région ont dans leur partie inférieure un sol pierreux, garni de gommiers, de jujubiers sauvages et de melbina. Dans leur partie haute, un sol rocheux avec une végétation moins abondante, leurs flancs sont des coteaux de grès noirs et luisants. Au-delà d'Imitek, les collines se remplacent par de hautes montagnes, massifs, rocheux, aux pentes escarpées. Ils ont une couleur jaune rosée, différente de ce que nous avons vu jusqu'ici. Leurs flancs tourmentés ne sont du pied à la crête que des coupures et crevasses. Ces monts entourent comme des remparts lézardés des plaines unies et pierreuses, où le sol, aride d'ordinaire, est en cette saison couvert de verdure. On y marche au milieu de jujubiers sauvages, de melbina, de hautes herbes. Entre ces plaines, les cours d'eau traversent les montagnes par des couloirs étroits, aux parois verticales, si resserrées qu'elles laissent la seule place de la rivière. Le gommier disparaît au nord d'Imitek. J'ai traversé cette nuit un grand nombre de cours d'eau, tous à sec, tous ayant un lit de gros galets et des berges verticales, mi-sable, mi-cailloux, hautes de 1 à 2 mètres. Les 2 plus importants se réunissent pour former l'oued Imitek.
L'un vient de l'est, l'autre de l'ouest. Le premier à 50 mètres de large, le second 40. De Tarla ici, bien que le terrain soit constamment pierreux ou rocheux, le chemin n'est pas difficile. Il a des montées, des descentes, mais jamais raides ni longues. 13 janvier. À 1 heure de l'après-midi, nous nous remettons en marche. Nous quittons la vallée, lieu de notre halte, et remontons l'oued Tanamrout. Il coule dans un ravin étroit qui bientôt n'a aucune largeur et où le chemin, malgré de nombreux lacets, devient difficile. Les parois sont les montagnes de roches jaunes dont nous étions jusqu'à présent au pied et que nous allons franchir. Près du torrent, la pierre laisse percer une végétation abondante. Jujubiers sauvages, heubeux de 2 à 3 mètres, grandes herbes, fleurs de toutes couleurs. 1 heure de marche pénible nous conduit à un col, Tizi Tanmrout, où l'oued prend sa source. À nos pieds s'étend une large vallée dont le flanc gauche est le massif que nous venons de gravir, et le droit un talus sombre dont la crête paraît un peu plus élevée que celle où nous sommes. Nous descendons vers le Talvek. Les pentes si rapides sur l'autre versant sont douces, le chemin aisé, le terrain rocheux. La végétation vivace sur le côté opposé existe à peine sur celui-ci. Des jujubiers sauvages interrompent seuls de loin en loin la monotonie du sol nu. Parvenus au fond de la vallée, nous la descendons pendant quelque temps. Le cours d'eau à sec de 60 mètres de large en occupe le milieu. C'est un affluent de l'oued Accra. Peu après, nous gagnons les bords de l'oued Accra. Il forme une grande rivière, large de plus de 200 mètres. Le lit, ici de sable, là de gravier, ailleurs de gros galets, ne contient point d'eau. Nous le remontons jusqu'à Tizgi Iddaoubeloul. Nom de l'auteur. Tizgi Iddaoubeloul n'a rien de commun avec les Iddaoublal. Il n'y a entre les deux noms qu'une similitude fortuite. Fin de note. Nous entrons dans ce village à 7 heures du soir. Un ami de Ouaddi nous donne l'hospitalité. De Tarla à Tizgi, personne n'a paru sur le chemin. Le seul vestige humain que j'ai vu a été, entre Tata et Mitek, une dizaine de tombes, échelonnées par groupes de 2 ou 3 au bord du sentier. Ces tombes, qui rappelaient chacune un pillage et marquaient l'endroit où avaient péri des voyageurs moins heureux que moi, avaient au clair de lune, au milieu de cette solitude, un aspect lugubre. Arrivé à Tizgi, la portion périlleuse de ma route est faite. Je pourrais marcher désormais à la clarté du soleil. Les Marocains de ces régions emploient, on le voit, une méthode simple pour voyager. Quand le pays n'est pas dangereux, ils le traversent le jour. Lorsqu'il l'est, au lieu de prendre des escortes, ils le franchissent rapidement de nuit. 14 janvier. 6 jours à Tizgi Iddaoubeloul. Tizgi est une bourgade isolée, d'environ 400 feux. Elle est construite en long sur les premières pentes du flanc gauche de l'oued Accra. Au pied du village, les bords et le lit du cours d'eau sont occupés par des cultures ombragées de palmiers, moussoir. Ceux-ci ne sont pas serrés comme à Tissint et à Tata. Ils sont espacés et se mêlent de trembles, de figuiers et d'oliviers. Le fond de la vallée est sablonneux. Les flancs sont de hautes parois de roches jaunes escarpées, s'élevant à 150 mètres au-dessus du lit de la rivière. Comme son nom l'indique, Tizgi est situé dans une gorge resserrée entre de hautes montagnes. Khneg, très étroit que l'oued Accra traverse en ce point. Le village est construit partie en pisé, partie en pierre grossièrement cimentée. Pas de mur d'enceinte. La rivière est à sec au pied des maisons et dans les jardins. De nombreux canaux pleins d'eau, claire et courante, arrosent ces derniers. À partir d'ici, on ne voit plus de khnt. Le costume des indigènes ne se compose que de laine. Les femmes sont vêtues de laine blanche et portent sur la tête un voile spécial au pays. C'est une pièce rectangulaire de laine noire ayant 1 mètre de long, avec un gland noir à chaque coin. Et s'en couvrent le visage dès qu'elles aperçoivent un homme. Les femmes de cette région font montre d'une grande modestie. En rencontre-t-on sur les routes,
On les voit s'arrêter à plusieurs pas, faire un à droite ou un à gauche, et demeurer au bord du chemin, la figure voilée et le dos tourné, jusqu'à ce qu'on soit passé. Les hommes portent des haïks de laine blanche ou des djellabiyas, et par-dessus, soit le bornous blanc, soit plus souvent le khnif. Pas de modification dans les armes, sauf qu'il n'y a plus de fusil à 2 coups. Tels sont les costumes à Tisgi, tels je les trouverai chez les Issefen, les Ibrqaqen et les Ilelen. 15 janvier. Nous quittons Tisgi à 10 heures du matin. Notre hôte nous escorte jusqu'à midi. Après, on peut marcher seul. Le pays n'est plus périlleux. En sortant de Tisgi, nous continuons à remonter l'oued Aqqa. Au bout de peu de temps, il reçoit l'oued Tinzert et fait un brusque coude vers le nord. À partir de là, sa vallée se transforme. Le fond prend 600 mètres de large. Les flancs sont de haut talus rocheux, celui de droite plus élevé et à crête plus éloignée que celui de gauche. La rivière est large de 60 mètres. Son lit desséché, où poussent de distance en distance des palmiers isolés, se déroule au milieu de la vallée. Le sol de celle-ci est de sable, tantôt durci, tantôt humide. Des champs qui garnissent les rives de l'Oued en occupent une partie. On entre sur le territoire des Issefen. À peu de distance en amont de nous s'aperçoit un bois de dattier. Nous marchons droit sur lui. Plus on avance, plus le sol devient mouillé. Dans les champs, les tiges vertes des orges commencent à sortir de terre. En dehors poussent des tamaris et à leurs pieds du gazon. Bientôt, nous arrivons aux palmiers. Ce sont des boussoyers. D'ici au point où nous quitterons l'Oued, et de là aussi loin que s'étendra la vue, le fond de la vallée en sera couvert. Mélangés d'autres arbres fruitiers, ils ombragent de vertes cultures et entourent une foule de villages qui s'échelonnent le long de la rivière. Ces villages appartiennent au Haït Tessousert, l'une des 3 fractions de Issefen. Nous continuons à remonter l'Oued Aqqa, tantôt à l'ombre des dattiers, tantôt en longeant la lisière, jusqu'au point où il reçoit l'Oued Ibrqaqen. Sur cet espace, la vallée reste la même, si ce n'est qu'elle se rétrécit peu à peu de manière à avoir en dernier lieu 200 à 300 mètres de large. De plus, la proportion des palmiers diminue à mesure que l'on monte. Celle des autres arbres, grenadiers, caroubiers, amandiers, oliviers, augmente. Auprès des villages inférieurs des Issefen, il n'y avait guère que des dattiers. Au-dessus de Temsoult, les autres essences dominent. À partir du même lieu, un filet d'eau courante de 1 à 2 mètres de large serpente dans le lit de la rivière, à sec auparavant. À 1h30, nous arrivons au confluent de l'Oued Ibrqaqen. Nous gagnons les bords de ce nouveau cours d'eau et le remontons. Nous entrons en même temps dans la tribu qui lui a donné son nom. En quittant l'Oued Aqqa, on en voit la vallée se continuer à perte de vue. Toujours la même, long ruban vert se déroulant entre les montagnes. Les villages des Issefen le semant çà et là de points bruns. La vallée de l'Oued Ibrqaqen est moins importante que celle d'où nous sortons. Étroitement encaissée entre des talus rocheux, elle a 50 mètres de large. Le fond est rempli de palmiers ombrageant des cultures qui se prolongent en escalier sur les premières pentes des flancs. Le lit de l'Oued a 8 mètres de large et est couvert de galets. Il est à sec. De larges canaux pleins jusqu'au bord coulent sur les 2 rives, apportant l'eau de la montagne aux habitations et aux cultures. Des villages qui appartiennent au Ibrqaqen s'échelonnent de distance en distance, suspendus aux premières assises du roc. À partir de Tugelrih, la vallée se rétrécit encore. Il n'a plus que 30 mètres. En même temps, les flancs deviennent plus escarpés. Ce sont des talus de roches jaunes très raides, hauts de 100 à 150 mètres. Les plantations qui s'étageaient sur leur première pente disparaissent. Le fond seul ne cesse d'en être couvert. Les palmiers diminuent et font place aux oliviers et aux amandiers. Les villages sont toujours nombreux. À chaque coude où la vallée s'élargit, on en voit un. À 3h30, nous arrivons dans celui de Tidgar où nous ferons gîte. Nous descendons chez un ami de Ouaddi. À Tidgar, les palmiers ont disparu de la vallée de l'Oued Ibrqaqen. On la voit se prolonger au loin.
ligne foncée serpentant entre deux massifs de roches jaunes. Des amandiers et des oliviers en garnissent le fond. Des villages se distinguent sur les premières pentes de ses flancs. Nous avons rencontré aujourd'hui beaucoup de monde sur notre route. Chez les Issefen et les Iberkaken, les maisons sont tantôt en pierre grossièrement cimentée, tantôt en mauvais pisé. Chez les Issefen, où le pisé domine, ils forment des constructions sans solidité ni élégance. On est loin des gracieuses demeures des Heidzineb. Chez les Iberkaken, la plupart des bâtiments sont en pierre. Les terrasses qui les couvrent sont des plus primitives. On se contente de juxtaposer des pierres plates sur une rangée de poutrelles d'olivier et de les maintenir par de gros cailloux placés au-dessus, comme au chalet. 16 janvier. Départ à 8h30 du matin. Notre hôte nous escorte pendant 3 heures, puis il nous laisse, le pays ne présentant plus de péril. Je quitte à Tidgar la vallée de l'Oued Iberkaken. Je remonte à mi-côte un ravin désert, sans espace au fond, dont les flancs, très escarpés, sont des parois monotones de roches jaunes. Le sentier est une longue rampe serpentant au bord du précipice. Taillé dans le roc, il a pour sol une pierre lisse et glissante, chemin aisé pour les piétons, difficile et dangereux pour les bêtes de somme. Pas trace de végétation. De toutes parts, on ne voit que la surface jaune du rocher. À 10h, le pays change. Parvenu à l'extrémité du ravin, je me trouve au bord méridional d'un vaste plateau sur lequel je m'engage. Plus de gorges à pentes abruptes, plus de hautes cimes au-dessus de ma tête. Devant moi s'étend un plateau ayant une pente très faible du nord au sud et ne présentant que des ondulations légères, vallées sans profondeur et collines sans élévation. Il couronne le petit Atlas. Et sa ligne des faîtes, vers laquelle je marche, est le point culminant de la chaîne. Dans le lointain, on aperçoit le pic couvert de neige du Jbel Iddaouzigi, un des sommets du Grand Atlas. Je m'avance vers la crête supérieure du plateau, tantôt montant, tantôt descendant. Le sol est aux 2 tiers terreux, 1 tiers est rocheux, et il est en grande partie couvert de cultures semées d'amandiers, qui poussent au milieu des champs comme les pommiers en certaines régions de France. Une multitude de villages apparaissent à l'horizon. Autour d'eux, surtout, les cultures sont nombreuses et les amandiers serrés. Je rencontre beaucoup de femmes dans la campagne. Contre l'usage ordinaire, ils sont occupés des travaux de la terre. On voit les unes labourer avec un bœuf ou un âne, les autres bêcher. Une grande activité règne partout. C'est la saison des semailles. Je remarque de nombreuses citernes. Note de l'auteur. Des citernes portent le nom de Mdfiya, au pluriel Mdefi, Mtafi. Chez les Issefen et surtout chez les Iberkaken, les Ilelen, les Shtuka, les Haha, on en rencontre une quantité prodigieuse. Les parties de ces 4 dernières tribus que je traverserai ne sont alimentées que par l'eau des citernes. Aussi, ces constructions utiles y sont-elles soignées et étant arrivées à un certain degré de perfection dans leur aménagement. Ils sont maçonnés en pierre et quelquefois creusés dans le roc. Fin de note. D'ici à Mogador, j'en trouverai à chaque pas le long du chemin. En ces régions où il y a peu de rivières et peu de sources, leurs eaux sont d'ordinaire les seules que possèdent les habitants. À 12h30, je parviens à la crête presque insensible qui forme le faîte du Petit Atlas. Elle marque à la fois la limite du versant sud de cette chaîne et celle de la tribu des Iberkaken. Le point où le chemin la franchit s'appelle Tizi Iberkaken. De là, j'aperçois vers le nord une longue bande bleue bordée d'argent. Le Grand Atlas avec ses cimes neigeuses, brillant dans un rayon de soleil. Je quitte ici le bassin du Dra et je passe dans celui du Souss. En même temps, j'entre sur le territoire des Ilelen. Le plateau qui couronne le Petit Atlas s'étend sur le sommet de son versant nord comme sur celui de son versant sud. Des 2 côtés du Tizi Iberkaken, le pays est semblable. Même sol plat, même terre féconde, même culture semée d'amandiers, même population dense. La partie où je pénètre est encore plus riche que la précédente.
À mesure qu'on avance, les villages se font plus nombreux, les champs couvrent un espace plus grand et finissent par envahir presque tout le sol. Celui-ci, au bout de peu de temps, n'est que terre avec de rares portions pierreuses. La roche disparaît. Les amandiers s'étendent par endroits à perte de vue et donnent à ce plateau fertile un aspect unique. À 4 heures, nous arrivons à Azararad, village des Iddaouska, fraction des Ilelen. Nous nous arrêtons chez un ami de Ouaddi. Je n'ai pas vu un seul cours d'eau pendant la marche d'aujourd'hui. Parmi les nombreux villages que j'ai rencontrés, un était fort important, Agadir Ibraqan al-Fouqani. Il a 300 ou 400 maisons. La plupart sont vides durant une portion de l'année. Situé dans la région où se trouvent les principales cultures de la tribu, elles se remplissent aux époques du labour et de la récolte, et servent de magasin aux grains et aux amandes. Des gens de toutes les parties du territoire, même du bas Wad Ibraqan, y possèdent des demeures. Il existe une différence frappante entre le village d'Azararad et ceux du versant sud de la chaîne. Ces derniers étaient, on l'a vu, mal bâtis. Azararad, au contraire, se distingue par la beauté de ses constructions. Toutes les maisons y sont en pierre, non taillées, mais cimentées avec soin. Le long des murs, des gouttières pratiquées avec adresse conduisent l'eau de pluie dans des réservoirs. Chaque habitation a sa citerne. Les portes, hautes et larges, sont cintrées. Les arcades en sont faites de pierres de diverses dimensions habilement ajustées. Fenêtres, crêtes des murs, gouttières sont blanchies à la chaux. Les terrasses sont formées de pierres plates recouvertes d'une couche de terre et maintenues par de gros cailloux. Sur tout le territoire des Ilelen, les constructions sont pareilles, toutes soignées, toutes en pierre. Je ne retrouverai le pisé qu'en entrant chez les Ch'touka. 17 janvier. Départ à 8 heures du matin. Nous marchons seuls. Devant demeurer toute la journée sur le territoire des Ilelen, Ouaddi ne suffit comme protection. Nous continuons à cheminer sur le plateau d'hier. Il ne se modifie pas. Même sol, mêmes ondulations. Les cultures le couvrent en entier. Les amandiers l'ombragent à perte de vue. Plus de villages que jamais. Jusqu'à présent, les amandiers n'avaient ni fleurs ni feuilles. Je les verrai tous en fleurs à partir de Tnintoufles. À 11 heures, j'atteins la limite septentrionale du plateau. Elle finit de ce côté aussi brusquement que vers le sud. En le quittant, je descends une succession de ravins qui me mènent à une vallée profonde, celle de l'Oued Ikhoulen. La région qu'on traverse jusque-là est montagneuse et boisée. Côtes terreuses semées de blocs de roche, grands arcans, pentes raides, gorges encaissées. Au fond de ces derniers sont des ruisseaux à sec, avec des lits de galets et parfois de rocs. Sur les croupes, à l'ombre des argans, poussent des genêts à fleurs jaunes de 1 mètre de haut. Beaucoup de verdure au ras du sol. Entre les rochers percent des tesseutes, les premiers que je vois depuis le Moyen Atlas. Ces forêts ne sont pas désertes. Plusieurs villages apparaissent sur les crêtes ou à mi-côte, et un plus grand nombre au fond des ravins. Chacun d'eux a sa ceinture de jardins, plantations en amphithéâtre où croissent amandiers, grenadiers et oliviers. Les chemins de cette région sont pénibles. Je descends plusieurs rampes très rapides. Point de passage difficile. À 3 heures, je parviens à la vallée de l'Oued Ikhoulen. Elle a 400 mètres de large et est couverte de cultures. Les flancs sont de hauts talus boisés. Plusieurs villages sont près de moi, dans le fond. D'autres brillent au versant de la montagne. Au milieu de la vallée serpente la rivière. Dans le lit à sec, tantôt de gravier, tantôt de galets, à 50 ou 60 mètres de large. J'en descends le cours durant un quart d'heure, puis je gagne le pied du flanc gauche. Je le gravis. Terrain semblable à celui de tout à l'heure. Boisé de grands argans avec gazon, genêts, tesseutes poussant à leur ombre. Pente raide, sol tantôt pierreux, tantôt terreux, hérissé de blocs de roche. À 4h30, j'arrive au sommet de la côte.
Je me trouve en face d'un nouveau plateau, analogue à celui de ce matin en fertilité, abondance de culture et nombre de villages, mais plus accidenté. Nous nous y engageons et nous y marchons durant le reste de la journée. À 5h30, on fait halte. Nous voici à Afikouren, petit village, patrie de Ouaddi. Le plateau où nous sommes est cultivé sur toute son étendue, on ne voit plus d'amandiers. De grands argans, arbres séculaires, les remplacent. Plantée symétriquement dans les champs, elle les couvre à perte de vue. Ce plateau est comme un second échelon du petit Atlas, celui que j'ai quitté ce matin en formant le premier. Je n'en traverserai plus d'autres d'ici à la vallée du Souss. Afikouren domine directement celle-ci. De la maison de Ouaddi, la vue est merveilleuse. À l'ouest, dans le lointain, la plaine des Chtouka, et au-delà, une ligne bleue, l'océan. Au nord, la vallée de l'Oued Souss, bordée par la masse sombre et les pics neigeux du Grand Atlas. Au point où l'Atlas expire et où commence la mer, on distingue à 75 kilomètres Agadir et Rir, dont les murs blancs couronnant un cône bleuâtre brillent au soleil comme un diadème d'argent. L'Oued Ihoulen est la seule rivière que j'ai vue aujourd'hui. J'ai rencontré beaucoup de monde sur les 2 plateaux traversés au commencement et à la fin de la journée. Peu dans la région montagneuse et boisée qui les sépare. Sur les plateaux, c'étaient des travailleurs labourant les champs. Dans la montagne, des voyageurs isolés. En passant dans la vallée de l'Ouadi Khoulan, il s'est produit un incident qui a failli être funeste à Ouaddi. Comme nous descendions la rivière, nous apercevons derrière nous 5 hommes armés jusqu'aux dents, lancés à notre poursuite. Ouaddi les regarde. « Ce sont des Ihoulan qui courent après moi !» s'écrie-t-il. Échanger son long fusil de Schleur contre le fusil à 2 coups du Hajj, s'enfuir à toutes jambes vers le hameau le plus proche est pour lui l'affaire de moins de temps qu'il n'en faut pour le dire. Le Hajj et moi restons en arrière. Les 5 Ihoulan ne s'arrêtent pas à nous. Ils nous dépassent, cherchant à rejoindre notre compagnon. Bientôt, ils disparaissent dans le village où nous l'avons vu entrer. Nous attendons quelque temps, très anxieux du sort de Ouaddi. Enfin, le voilà qui revient avec un notable du lieu, son ami, de qui il a eu le temps de prendre la nerf. D'un autre côté retournent ses ennemis arrivés trop tard pour lui faire un mauvais parti. Notre compagnon le rejoint, nous nous remettons aussitôt en route. Son sauveur nous escorte pendant 1 heure, jusqu'à ce que nous soyons en sûreté. Les hommes qui nous ont poursuivis appartiennent à un village devant lequel nous avons passé. Ce ne sont pas des brigands. Ihoulan comme Ouaddi, ils font partie de la fraction des Ihoulan, tandis que notre ami est de celle de Afra. Les 2 groupes sont en ce moment en guerre. Ouaddi avait été aperçu de ce village. Aussitôt sa présence connue, 5 hommes s'étaient mis à sa poursuite, non pour nous voler, mais pour le tuer. Lu pour vous par Mohamed El-Kachtoul. Dans le prochain épisode, nous poursuivrons notre route vers Souera, en traversant les terres des Issafn, Ibraqn, Ilelen et d'Ishtouka. Et avant de nous engager dans le pays des Haha, le jeune explorateur le fera entrevoir Agadir, qui n'était alors, lui dit-on, qu'un hameau tapi derrière son enceinte blanchie à la chaux, lorgnant l'océan depuis son isolement. Veuillez vous abonner à la chaîne Maghriberia sur YouTube pour être au rendez-vous avec cette aventure qu'est Reconnaissance au Maroc. الحب يا